Salut tout le monde et bienvenue dans le Trade qu'on aime, le podcast des passionnés de trade. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trade qu'on aime pour un nouvel épisode qui s'annonce une nouvelle fois dense et passionnant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui est prêt à tout pour avoir des athlètes épanouis et optimisés dans la préparation de leurs objectifs, allant même jusqu'à aller faire une reco de la Saint-Élion. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien, ouais, en effet, avec Sylvain Cachard et puis deux autres furieux dont son cousin qui vont faire la Lyon-Saint-Élion. On est donc sur le parcours pour 3 jours pour essayer de reconnaître l'intégralité. Donc hier soir, on est parti à 17h de Saint-Étienne pour faire une quarantaine de kilomètres et dont une partie de nuit forcément. Et puis aujourd'hui une petite séance un peu spé, notamment pour Sylvain, assez proche de l'allure course. Et puis demain la dernière partie descendante entre guillemets entre le kilomètre 50 et puis l'arrivée à la halle Tony Garnier. Donc voilà, on a beaucoup de chance sur la météo, il fait très bon pour un mois de novembre, donc même si c'est pas les plus beaux terrains de trail de France, ça reste sympa. Et puis finalement 2 jours, on voit une beau panorama sur les Alpes que l'on n'a pas la chance de voir de nuit, les mauvaises langues disent souvent que on comprend pourquoi il faut faire ce parcours de nuit. Bon, c'est roulant, mais c'est quand même assez varié, c'est sympa. Tu seras accompagné par celle que l'on pensait voir un peu plus en cette fin de saison, que nenni, elle bosse toujours autant. Margot Lemap, comment ça va ? Hello. Mais en vrai, j'ai pris 2 semaines de pause. Mais j'ai fait quelques trucs un peu pour le boulot. Mais là, forcément, du coup, j'ai des trucs à rattraper. 2-3 trucs à gérer, des mails et surtout du montage. Mais sinon, truc trop cool, je vais shooter le match France-Afrique du Sud à Paris en rugby, là, samedi. Donc ça, c'est vraiment le truc dont j'avais trop hâte et qui s'approche à très grands pas. Et voilà. Incroyable. Ouais. Celui qui va faire du Montverrier, du Semnoz et de tous les cafés Bobo d'Annecy, c'est Fief. Mathieu Delpech, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va bien, merci Alex. La heatmap du Verrier est en effet en train de virer au foncé. Heureusement, le soleil refait son apparition ces derniers jours et ça m'aide à prendre mes repères dans ce nouvel environnement. Et là, sinon, ça remet tranquillement en route après la petite coupure, mais objectif plaisir avant tout sur ce mois de novembre. Enfin, celui qui est kiné, préparateur physique et entraîneur au sein de Cap Prévention et surtout l'heureux propriétaire d'un chien nommé Hopi. Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien ? T'as copié-collé l'intro d'une dernière fois ou quoi, Alex ? Non, j'ai juste rajouté que t'avais un chien nommé Hopi. Nickel, ça va bien. Pas mal de projets boulot et puis surtout la petite coupure de 4 jours là en Italie le week-end prochain, ça va faire plaisir de faire le pont. Et puis côté entraînement, ça fait plaisir aussi de se remettre des séances courtes mais intenses. Et puis ce matin, un peu déçu quand j'ai vu le tirage au sort du 90 du Mont Blanc. Malheureusement, je suis pas tiré au sort, mais c'était absolument dingue de voir le monde. Il y a eu quand même 40 minutes d'attente juste pour voir les résultats sur le site. Je trouvais ça dingue l'engouement qu'il y avait autour du 90 du Mont Blanc et plus largement de cet événement avec le marathon. Donc voilà, va falloir trouver une autre course pour cet été. Enfin, n'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui va tenter ce week-end de décrocher un énième, j'ai écrit 5 ou 6e, je ne sais même plus les compter tellement il y en a, un énième bouclier à la fameuse course en relais Cantalou, la ronde de la Châtaigneraie. Tellement de victoires qu'on n'arrive plus à les compter. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Alors, ce sera la quête de la 6e victoire, pour être précis, Mathieu. Incroyable. Ça va plutôt pas mal, en pleine période de préparation de la saison prochaine, avec l'académie, donc voilà, pleine phase de recrutement, mise en place du calendrier, détermination des nombreux objectifs, et puis donc c'est une période un peu plus calme qui avec moins de déplacements, qui permet de rester un peu plus tranquille à la maison et de profiter des paysages grand bornandins. Et même si, comme tu l'as dit, ce week-end, je vais faire un petit aller-retour dans mon Cantal natal pour aller courir une course qui me tient énormément à cœur et que j'invite plein de monde à venir découvrir. Voilà, la ronde de la Châtaigneraie dans le sud Cantal. C'est une course, voilà, comme tu l'as dit, en relais à 4 qu'on fait tous les ans avec mon club et que je prends énormément de plaisir à faire à chaque fin de saison. Avant qu'Alex nous donne le sommaire de l'épisode, je me permets de vous rappeler quelques petites informations. Je vous rappelle qu'on a une page Instagram où vous pouvez retrouver les extraits des podcasts, les programmes de chaque épisode. N'hésitez pas à partager aussi le podcast en story, ça nous soutient énormément, c'est ce qui nous permet de faire grandir. Et puis, n'oubliez pas de nous mentionner pour qu'on puisse le repartager. Et puis aussi, autre moyen de nous soutenir, c'est de noter notre podcast sur votre plateforme d'écoute. Et enfin, si vous voulez venir échanger, il faut rejoindre le canal Instagram sur ma page perso Mathieu Delpech qui s'appelle YouTubeX et sur lequel on vous pose pas mal de questions sur les sujets que vous voulez qu'on décrypte. On aime bien prendre vos retours là-bas. C'est vraiment une plateforme d'échange sur laquelle vous pouvez venir en direct interagir avec l'équipe. Donc, on se voit là-bas.
Maintenant, Alex, peux-tu nous donner le sommaire? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on commencera par ce qu'a retenu chaque membre de l'équipe côté perf sur ces dernières semaines de compétition et surtout ce que chacun attend avec impatience sur cette fin de saison. On poursuivra avec notre sujet de décryptage du jour où Nico vous parlera de l'importance des qualités de vitesse en trail. Pour l'occasion, nous recevrons l'un de ceux qui résument le mieux cette alliance entre qualité de vitesse et performance en trail, l'athlète du Team Brooks, Pierre Galbourdin. On continuera l'épisode par une nouveauté dans le LTQA, le jeu du Qui suis-je, où on va tester la culture trail de l'équipe. On enchaînera avec les questions auditoristes que vous nous avez posées sur le canal Instagram de Mathieu, YouTubeX. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 32, c'est parti. Jingle. Vas-y Margot. On est à l'épisode combien? 32. Le trail qu'on aime, épisode 32. Voilà. Allez, c'est parti, on commence l'équipe avec ceux que vous avez retenus ces dernières semaines au niveau résultat. Et on commence tout de suite avec Mathieu, qui a bossé cette fois-ci, on peut le dire. Succinctement, mais j'ai quand même épluché quelques résultats. Et on va commencer par un petit tour d'horizon des manches UTMB où certains Français sont allés décrocher ou redécrocher un ticket pour les prochaines finales UTMB de l'an prochain. On a noté Candice Fertin, qui avait déjà pris son ticket en juillet à Verbier, mais allait s'offrir un petit podium derrière l'Autrichienne Isabelle Sper et ni plus ni moins que Émilie Forsberg sur le format 50 km à Majorque, sur lequel, Alexandre, tu avais un petit colibri qui s'est vu aussi un petit peu forcé d'aller décrocher son ticket puisqu'il n'était pas encore qualifié et il n'y avait pas trop de flexibilité, donc il a pu aller faire deuxième à Majorque sur une course forte en péripéties qu'il menait avant de faire une chute qu'il a vraiment mal menée. Il a réussi à aller au bout et prendre son ticket, donc c'est chose faite. Gauthier Bonnecarrère, le Pyrénéen, à l'image de Candice, avait déjà un ticket depuis le Lavaredo, mais il a terminé aussi deuxième sur le format 100 km. Et puis sur le 100 miles, on a vu Théo Détienne deuxième derrière Hannes Lamberger qui a bien géré pour remettre l'église au centre du village. Et puis Nicolas Gourdon complète ce podium. Du côté de la Suède, on avait deux petits Frenchies qui ont pris leur ticket. Pierre Galbourdin, notre invité, il nous en reparle juste après. Et puis aussi Alexandre Boucher qui a fini deuxième sur le format 100 miles après avoir échoué à se qualifier en avril au Ventoux. C'est chose faite pour Casquette Verte. Margot, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ces dernières semaines? Bah, moi, c'était surtout, j'avais les yeux sur le marathon de New York et puis forcément la performance d'Hélène Aubiri qui, du coup, gagne chez les femmes et qui, surtout, fait le nouveau record de la course qui tenait depuis 22 ans. C'était une Kenyane aussi qui l'avait, je crois que ouais, elle était en 2h22 31 et là Hélène elle a couru en 2h19 51, donc c'est la première femme à courir en moins de 2h20 sur ce parcours qui est hyper exigeant entre les ponts, le Central Park et tout. Il y a quand même pas, alors pour nous trailers, voilà, mais genre il y a beaucoup de côtes et tout et il est exigeant comme parcours. Grosso modo cette année ça a couru hyper vite parce que toutes les filles devant elles sont autour des 2h20. C'était vraiment vraiment beau à voir et puis je crois qu'elle fait, enfin je crois non, elle fait son PB aussi sur la course. Elle a fait son premier marathon qu'en 2022, donc il y a le temps de voir le truc s'abaisser, surtout qu'elle a beaucoup participé au marathon de New York. Elle l'avait déjà gagné en 2023 et elle a toujours mis des dossards sur des courses, des marathons plutôt tactiques pour le moment où c'était plutôt la place qui jouait plutôt que le chrono. Donc hâte de voir les prochains dossards qu'elle mettra et jusqu'où elle peut faire descendre ce chrono avec l'idée vraiment de mettre un dossard pour le chrono et pas pour une place. Voilà, c'est ça qui m'a fait rêver ce week-end. Ouais, preuve en est que c'est pas un marathon hyper roulant, ça se gagne chez les messieurs en 2h08 et on a pu assister à la belle performance du premier français Manuel Rudolf Levis qui a fait un chrono autour des 2h13 et juste devant d'ailleurs la légende Eliud Kipchoge qui lui a priori faisait son dernier marathon. Nico, on reste sur marathon mais là on se dirige sur l'Ekiden. Ouais, tout à fait. Juste pour finir sur New York, la victoire s'est jouée au sprint, hein, puisqu'il y a eu 3 centièmes de seconde d'écart entre les deux Kenyans pour la gagne, donc vraiment impressionnant. Et ouais, pour rester sur l'Ekiden, donc le marathon à 7 avec 2 parcours de 10 km, 3 parcours de 5 km et puis un dernier parcours de 7 km 195. Et c'est le Désil-Mézieux Athlétisme qui a battu le record de France en 2h, 2 minutes et 43 secondes, si je dis pas de bêtises.
qui a vraiment fait une très très belle perf avec notamment un qu'on avait eu comme invité qui est un ancien coureur en montagne, Baptiste Fourmont, qui maintenant fait du steeple. Et donc voilà, il était un peu en reprise, notamment Baptiste, donc pas un chrono forcément exceptionnel par rapport à ses qualités, mais il bat le record. Et moi, ce qui je trouve vraiment impressionnant, c'est que on connaît la valeur des coureurs qui composaient l'équipe et malgré ça, on voit que les meilleurs marathoniens du monde courent plus vite tout seuls et j'ai trouvé ça vraiment ultra impressionnant. Oui, je crois qu'ils étaient pas loin du record d'Europe du coup de l'Ekiden, et même ce qui veut dire aussi que le record d'Europe de l'Ekiden n'est même pas à la hauteur des chronos individuels, enfin des meilleurs chronos individuels. Après voilà, l'Ekiden, même s'ils avaient une équipe très très forte, ça reste des coureurs qui courent pour Baptiste autour de 28-30 au 10 km je crois. Si on met une équipe avec que des gars autour de 27-30 comme on l'a vu d'ailleurs, parce que sur le même Ekiden il y avait une équipe 100% kenyane sponsorisée par Kiprun qui eux voulaient aller chercher le record du monde, et ils sont passés pas très loin parce que je crois que le record du monde est en moins d'1h57 et eux ils ont fait 1h57 et quelques. Donc on voit que quand il y a des tout meilleurs athlètes qui montent une équipe d'Ekiden, on est quand même un peu plus vite que les meilleurs temps individuels. Moi de mon côté j'ai retenu qu'est-ce que j'ai retenu? Pas une perf, non, c'est pas une perf que j'ai retenue, c'est pour ça. C'est juste le petit plaisir d'avoir vu, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir vu, la présence de Bati Chassan sur l'émission de Stade 2 qui a été diffusée dimanche soir. Une émission emblématique du sport français que personnellement je regarde depuis très très jeune. Donc voilà, c'était un petit kiff personnel de voir quelqu'un qu'on connaît très bien, quelqu'un de simple, de humble et qui représente très bien le trail. De le voir dans une émission comme ça m'a fait énormément kiffer. On est bon ou pas? Non, on n'est pas bon, j'ai oublié des trucs. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié dans mes notes une autre Française qui a fait un podium à Majorque sur le format 100 miles, Julie Marini, qui termine deuxième, derrière la vainqueur néo-zélandaise Isla Smith. Et j'avais aussi une petite performance que je souhaitais souligner du côté de la Suède, qui n'est pas une performance française, mais qui était à noter selon moi. La 5e place sur le format 100 km de Anna-Stina Erkila. Et ce qui rend cette performance remarquable, c'est son écart très faible avec la tête de course masculine. Elle fait 5e au scratch. Et surtout, à seulement 6,7% d'écart par rapport au vainqueur masculin, qui a quand même 850 de code général. Donc c'est pas non plus un amateur de moyen niveau. Donc la course n'a pas encore été cotée, mais sûrement une belle cote pour Anastina, qui malheureusement n'a pas été trop relayée, mais que je souhaitais souligner aussi. J'ai aussi, si on peut rajouter aussi le record de France féminin sur semi-marathon qui est tombé avec Alicia Zarbo qui a couru à Valence en 1:08:20. Voilà, un nouveau record de France. Ça a le mérite d'être soulevé. Tout à fait. Merci Margot. Ce qu'on attend maintenant avec impatience, Nico, tu nous as dit que tu étais sur le parcours de la Saint-Élion avec Sylvain. C'est le gros événement en France qu'on attend. Alors pas tout le monde attend cet événement avec impatience, mais moi personnellement je l'attends avec grande impatience, notamment de voir ce que ça va donner pour Sylvain, et aussi de voir le vainqueur de l'UTMB, Tom Evans, qui sera présent du côté de la Saint-Élion cet hiver, dans 3 semaines. Et aussi peut-être la grosse cote de la course, qui pourrait être Benjamin Paulin, qui fait son retour sur l'épreuve après son DNF en 2021. Lui qui a gagné les Côtes-Trails de Paris cette même année, mais qui surtout, depuis, on vous en a déjà parlé, s'est spécialisé sur le 100 km route, où il est devenu double champion de France de la discipline et le deuxième meilleur performeur français de l'histoire il y a tout juste un mois, du côté de Millau, derrière Guillaume Ruel en 6h19. Nico, on imagine que toi aussi t'attends cette course avec impatience. Ouais, ça a toujours été le dernier rendez-vous français de la saison de trail. Mais c'est vrai que depuis quelques années, et notamment le partenariat du sponsor titre ASICS, qui souvent joue le jeu en envoyant certains de ses meilleurs athlètes. L'année dernière, il y avait Andrei Vitek, Ben Diman. Donc c'est vrai que il y a toujours un très beau plateau français. En plus, c'est une course qui, voilà, permet, comme tu l'as dit, de voir des coureurs d'autres horizons, du 100 bornes, parfois des gens qui viennent du marathon, qui peuvent s'exprimer. Alors ça reste du trail, hein, il y a quand même près de 2000 mètres de dénivelé à faire, et notamment il y a un peu plus de dénivelé négatif, et c'est vrai que c'est une course qui est mine de rien avec peu de dénivelé, mais quand même assez musculaire, parce que ça va vite et ça tape quand même avec beaucoup de faux plats descendants où ça va vite.
Et c'est vrai que c'est un bel événement. Après, c'est pas celui qui est le plus facile à suivre parce qu'il y a toujours un petit peu de logistique à faire sur ces courses en ligne. Et puis, selon la météo, c'est plus ou moins agréable d'attendre les coureurs quand on fait le ravitaillement. Mais ouais, ça reste un gros événement populaire, surtout parce que je pense que c'est l'événement qui a le plus de dossards sur la planète trail en France. Donc, c'est un événement incontournable, même si, bien entendu, nous qui sommes plus des amoureux de la montagne, qui vont à la montagne, c'est pas le parcours le plus fun de l'année, quoi. Ouais, il y a 14 ou 15 000 dossards, je crois, sur les courses au total. Mathieu, une petite Saint-Élion dans l'enchaînement des Templiers, ça t'aurait pas tenté? En commentaire. Il y a encore, je te file un dossard si tu veux. Hein. Non, je vais être très bien dans mon lit, je pense. Bon, la prochaine fois, on tentera. Et du coup, il y a aussi un gros événement qu'on va suivre là, c'est ce week-end, la finale du Skyrunning en Espagne après une belle et longue saison avec beaucoup d'épreuves dans le calendrier. Cette finale, ce sera la même que l'an dernier, en tout cas sur le même événement et sur le même format, un format de 42 km et 3800 mètres de dénivelé, donc un beau chantier pour finir la saison avec deux enjeux majeurs côté français. Est-ce que Fred Tranchant va réussir à remporter le classement général? Et est-ce que le jeune Lucien Mermillon va réussir à rentrer dans le top 10? Fredo, il est actuellement 5e après sa première victoire de l'année sur le circuit. Il y a tout juste 2 semaines du côté de Sebres-Cobio en Espagne. Lucien est lui 11e. Et un autre Français, Damien Imbert, 15e du classement général, malheureusement ne devrait pas participer à la finale suite à un problème à la hanche. Et côté féminin, malheureusement aussi, pas de Lucille Germain, forfait suite à sa blessure à la cheville aux mondiaux qui devrait donc sortir du top 10. On suivra donc côté français Iris Pessé qui tentera elle de conserver sa place dans le top 5 et à rappeler que chez les hommes c'est Luca Del Pero l'italien qui est en tête et alors que chez les femmes c'est Anastasia Rubtsova. Et juste petit rappel concernant cette finale de skyrunning, il y a 15 000 euros à la gagne pour l'athlète et pour les deux athlètes qui termineront en tête du classement général. Les 10 premiers hommes et femmes sont primés. Et là aussi, comme on avait dit au Templier, on regrettera quand même des primes qui sont hyper dégressives puisque le et la 10e toucheront seulement 500 euros. On a fait le tour, les amis. Bon. Allez, on peut passer désormais à notre sujet décryptage du jour. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire part de vos idées de sujets sur le canal Instagram. Et on a décidé de retenir pour cet épisode un sujet qui est pas mal revenu de votre côté. C'est celui de l'importance de la vitesse en trail, avec notamment Lancelot Xa, qui nous disait qu'on parlait très peu de vitesse et d'allure dans le trail, alors que pourtant, quand on voit certains paces de Mathieu au Templier, le facteur vitesse semble être déterminant pour la PEF. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour en apprendre un peu plus sur le sujet et vous donner les meilleurs conseils, l'entraîneur de l'équipe, Nicolas Martin, vous a préparé un petit quelque chose. Mais juste avant, comme on parle vitesse et trail, il nous fallait inviter un athlète qui combine parfaitement les deux, vitesse à plat et performance en trail. Je ne parle bien sûr pas de Mathieu Delpech, mais de Pierre Galbourdin, athlète Brooks de 26 ans avec des records notables en 29-23 au 10 km et 1h3-35 au semi-marathon et surtout un parcours très atypique qui l'a conduit aujourd'hui à faire du haut niveau en trail et même à décrocher une première sélection en équipe de France en septembre dernier sur le trail court des championnats du monde. Pierre, merci d'être là. Déjà, bravo pour ta très belle saison. Premier français et 11e au classement général des Golden Trail World Series, une sélection en équipe de France comme je l'ai dit, et enfin ta qualification à l'OCC après ta deuxième place en Suède sur le format 50 km du Kuhlamanen. Déjà, est-ce que tu as bien récupéré et puis est-ce que tu es satisfait de ta saison? Ouais, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Écoute, non, j'ai pas encore très bien récupéré. J'ai été marcher un petit coup en ville là, j'avais encore les ischios bien cassés, alors que ça fait 4 jours que j'ai rien foutu. Mais sinon, oui, très satisfait de la saison et satisfait d'être en coupure après une belle saison comme ça. Pierre, on a voulu t'inviter parce que tu as un profil hyper intéressant puisque tes premières années à haut niveau, tu les as faites en duathlon et en triathlon avant de partir tenter l'aventure aux États-Unis du côté de la Caroline du Nord pendant 4 ans où tu as énormément progressé en tant que coureur, baigné dans l'école du cross et de la piste. Tu as découvert le trail en 2023 en réalisant déjà de très très beaux résultats. 9e à la Skyrun et vainqueur du marathon d'Écosse. Personnellement, c'est là où je t'ai découvert. Raconte-nous un peu comment cette transition sur le trail s'est effectuée. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Ouais, c'est bien passé. Faut savoir que j'ai grandi à la montagne, donc retourner à la montagne, c'était vraiment un kiff parce que la route, j'adore ça. Et j'ai eu la chance aux États-Unis d'avoir un gros groupe d'entraînement et du coup, c'est beaucoup moins contraignant que de faire des tours de piste tout seul. Et avant de rentrer en France, du coup, après 4 ans là-bas, moi, j'étais un peu perdu. Je savais pas si je repartais en triathlon, mais c'était compliqué aussi de s'entraîner un peu tout seul de mon côté pour faire du duathlon. C'est quand même des efforts
de très haute intensité. Et si t'as pas des groupes pour faire ça, c'est pas hyper fun, on va dire. Et ma copine faisait du trail et elle s'était inscrite à Samoin sur le trail du Haut-Gifre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je m'étais inscrit là-bas. Et ouais, j'ai fait 2-3 séances dans le Chablais. On habitait sur Évian, donc là, d'Andoche et compagnie. Et honnêtement, au bout de 2 séances, je savais que c'était fini. Je me ferais plus de prépa route toute l'année parce que j'ai beaucoup trop kiffé pour être en montagne. Et puis ouais, oublier un peu la montre et vraiment être sur tes sensations, regarder le paysage au lieu d'être sur la piste à te dire putain, je suis en 64.2, c'est pas assez bon, fallait que je fasse moins de 64. Enfin, voilà, c'était vraiment une découverte plaisir au début et puis ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, je kiffe. Tu t'attendais à être aussi fort, aussi vite? On sait que pour ceux qui viennent d'autres sports, généralement, la transition peut être assez compliquée, notamment chez les cyclistes. T'as quand même très très vite performé. T'as aussi obtenu un contrat assez vite chez une marque et chez Brooks. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite? Non, j'avais aucune idée du niveau. Bah après, j'ai déjà dit, mais je pense que de l'extérieur, on regarde un petit peu les trailers. On voit les allures, on va en parler après, je pense, mais on voit les allures, c'est pas impressionnant, quoi. Puis quand toi, tu fais une sortie d'1h30 et que t'as 9 bornes en rentrant, bah ouais, pour un mec qui fait de la route, il se dit, mais c'est quoi ces randonneurs? Et pour autant, je fais toujours les mêmes sorties, je vais pas plus vite qu'au début. Donc, j'avais pas trop d'idées et ça s'est bien passé. Après, voilà, il y a encore, ça se passe très bien, mais le cap avec les tout meilleurs mondiaux, il est encore grand. Enfin, je prends encore 10 minutes sur des efforts de 2 heures. Si tu rapportes ça au marathon, c'est énorme, quoi. Ça vaut rien du tout, entre guillemets. Donc, ouais, je suis satisfait d'où je suis, mais je sais aussi qu'il y a encore un gros step à prendre avant de pouvoir dire que voilà, je fais partie des tout meilleurs mondiaux, quoi. Est-ce que tu estimes que la vitesse, c'est ta principale qualité? Et c'est celle qui te sert le mieux en trail ou pas? Ouais, c'est dur à dire. Je pense que sur un parcours idéal, ce serait un truc type Templier, donc forcément pas un gros chantier avec énormément de D+, et tout. Mais pour autant, de la vitesse, c'est bien, mais vitesse en fin de course, une fois que tu as 2000 de D-, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Donc c'est plus une notion de force pour moi, mais je pense que Nico en parlera un petit peu mieux après quand il expliquera tout ça. Justement, Nico, donc Pierre, c'est vraiment l'exemple typique d'un athlète qui est aujourd'hui hyper complet. T'as quand même fait les mondiaux et t'as plutôt pas trop mal performé sur un format qui est très très montagneux. Et comme je l'ai dit, tu mets tes énormes qualités de vitesse au service du trail. Nico, raconte-nous un petit peu pourquoi c'est important d'aller vite, même en trail, alors que certains pourraient croire que c'est pas une des qualités qu'il faut bosser en priorité. Bah déjà, ce qu'on constate quand même globalement, moi qui suis depuis quelques années dans le milieu maintenant, globalement quand même ça va de plus en plus vite, les coureurs à plat en tout cas. Donc sans être forcément des spécialistes de la route, mais on l'a vu notamment dans le Team Brooks cette année où on avait un peu poussé les athlètes à faire le semi-marathon de Barcelone. Bah, ils ont sorti des chronos très honorables, notamment Pierre. Et clairement, c'est une qualité. Après, c'est pas suffisant. Après, on va faire un petit peu de physio pour commencer. En fait, on a une équation de Joyner qui permet un peu de prédire la vitesse de déplacement à partir de 3 critères. Donc ça, c'est pour la course sur le plat. Donc le VO2 max, bon, tout le monde connaît, c'est la consommation maximale d'oxygène. En gros, c'est la taille du moteur. Après, il y a ce qu'on pourrait appeler, alors dans l'équation, ils appellent ça F. En gros, c'est la fraction de VO2. Mais si on veut schématiser, c'est un peu l'endurance. Alors l'endurance dans la physio, ça s'entend comme la capacité à tenir le plus haut pourcentage donné sur une durée, par exemple, ou sur une distance, quoi. C'est pas juste courir longtemps, l'endurance au sens physiologique. Et donc dans notre équation, c'est le numérateur et le dénominateur, c'est l'économie de course. Et l'économie de course, c'est en gros combien votre moteur va consommer pour se déplacer à une certaine vitesse. Donc plus on est économe et plus on pourra se déplacer vite en utilisant entre guillemets moins d'oxygène. Et à partir de cette équation, bah, on peut comprendre qu'un athlète rapide, il peut avoir plusieurs profils. Par exemple, il peut avoir un gros moteur, une bonne endurance et puis une économie de course qui est moyenne. À l'opposé, on peut avoir un coureur qui va être rapide parce que lui, il a une excellente économie de course et peut-être un plus petit moteur. Et donc en trail, ben, si on a un gros moteur et qu'on a une très bonne endurance, qu'on n'a pas une super économie de course, ben, on sait que l'économie de course, en fait, elle est pas forcément corrélée, l'économie de course à plat et en montée, plus un autre élément qui est la descente. Mais on sait que, voilà, on va dire jusqu'à 15-20%, il y a une corrélation entre l'économie de course à plat
et l'économie de course en montée. Par contre, dès qu'on est sur des pentes plus raides, il n'y a pas forcément de corrélation. Et puis je pense que ça, c'est quand même assez typique de chaque profil. Il y a des gens qui, dès qu'il va y avoir un peu de pente, vont être, c'est un petit peu mon cas, vont être moins limités sur leur qualité de vitesse. Donc en fait, si on est rapide, parce qu'en gros, on est un peu un 4x4 mais avec un énorme moteur, il y a des chances qu'on soit très performant en trail. Par contre, si on a juste une super économie de course, ben si on est sur un parcours roulant, parce que le trail, c'est toujours pareil, si vous faites un trail où il y a 20 km et 300 mètres de dénivelé et qu'il n'y a pas de technicité, bon, c'est une course sur route, quoi, quasiment. Ça, enfin, les qualités nécessaires pour performer vont être les mêmes. Par contre, si on commence à mettre des parcours où il y a plus de montées raides, plus notamment de qualités un peu techniques pour la descente, aussi des qualités de force, ça, c'est vraiment l'élément central dans les modèles de perf entre la route et le trail, c'est l'importance d'avoir de la force en trail et notamment de l'endurance de force pour répéter. Et ça va rejoindre un autre élément qui fait que c'est pas parce qu'on est rapide qu'on sera forcément performant en trail, ce qui est un peu la quatrième dimension aujourd'hui de la perf en endurance, qu'on entend plus parler maintenant, ce qu'on appelle la durabilité. Ça, c'est vraiment quand même la qualité phare pour moi d'un trailer quand il fait du trail relativement long. Donc c'est en gros comment les éléments qu'on a évoqués précédemment, ils vont se dégrader ou pas au fil du temps. Et ça, c'est vraiment ce qui peut aussi donner parfois des visions biaisées. C'est que quelqu'un qui court très vite, je sais pas, sur 10 km par exemple, ben, s'il dégrade beaucoup, peut-être que même s'il court 2 minutes plus vite qu'un autre au départ sur un 10 km sec, comme on dit, donc c'est-à-dire sans fatigue, ben, c'est pas sûr que dans le dernier 10 km d'une course, ben, on parlait de la Saint-Élion par exemple, qui est une course où ça se finit quasiment sur des qualités de course à plat, ben, la hiérarchie peut très bien s'inverser et un coureur qui est censé être moins rapide va peut-être être plus rapide dans la dernière partie de course. Une question pour Pierre au niveau de l'entraînement et justement du travail de vitesse, quand c'est déjà une de tes grandes qualités quand tu arrives dans le trail, est-ce que tu te dis ça je le travaille pas, je suis déjà assez bon, ou est-ce que plutôt tu te dis il faut que je continue de le conforter, je vais essayer de le maintenir, et du coup comment t'organises ça, à quel moment dans la saison tu vas faire plus de vitesse? Je sais que tu viens pas mal l'hiver sur la piste à Annecy notamment. Toi, comment c'est quoi votre grosse structuration de l'entraînement autour de la vitesse avec ton entraîneur? Ouais, bah, je suis entraîné par Adrien, donc faudra lui demander ce qu'on va faire cet hiver. On n'a pas encore discuté. Adrien Séguret pour les auditeurs. On avait fait un gros bloc en prépa du semi du coup, parce qu'il y a le groupe à Annecy athlé, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des séances à plat en hiver. Juste d'un point de vue aussi organisationnel, aller faire des séances trail quand il y a 20 cm de neige, bah, c'est pas idéal. Donc ça permet de bosser ça et puis d'entretenir ou voire de développer un petit peu. Mais il faut aussi rester lucide sur le fait que aujourd'hui, oui, j'ai un chrono sur 10 qui pour beaucoup est impressionnant. On a vu Sylvain Cachard qui a couru un petit peu en dessous de 29 si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas non plus une marge, je suis pas un Jimmy Gressier qui va courir sub 27 où je peux dire ça y est, c'est fini à plat, j'ai plus besoin de bosser et puis je peux aller faire que du D+. Donc je pense que c'est une histoire de bien le caser à des certains moments pour au moins maintenir et pas que ça devienne un point négatif entre guillemets, et derrière d'aller bosser sur mes points plutôt faibles en période peut-être plus de saison ou en grosse période de volume quoi. Nico, du coup, tu sais quoi, ça serait quoi tes conseils sur la périodisation du travail de vitesse? Bah, ça, c'est toujours contextuel à qu'est-ce que l'athlète va faire comme course. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense que, en fait, on est aussi biomécaniquement fait plus ou moins pour aller vite sur certains types de distances. Et je pense que quelqu'un qui est pas forcément rapide, oui, on peut voir ça comme un maillon. Après, ça rejoint toujours le débat. C'est est-ce qu'il faut développer les points forts ou les points faibles? Mais moi, par exemple, je sais que j'ai jamais été très quelqu'un qui répondait très bien au travail de vitesse, quoi. Donc, il m'en faut un minimum pour améliorer un petit peu mon économie de course, notamment la gestuelle, le relâchement et être quand même économe quand ça dure. Mais je sais que j'aurais pu m'entraîner, je pense, toute ma vie à plat, même si j'ai le moteur et sûrement l'endurance. Pour courir peut-être moins de 30 minutes si j'avais un bon coup énergétique, je pense que j'aurais jamais réussi à descendre ce coup énergétique pour être capable de faire ce genre de chrono. Donc faut pas s'entêter. Par contre, clairement sur un coureur qui a ces qualités-là, ben, il faut entretenir et globalement, ça dépend un petit peu si le coureur fait plutôt du trail long ou du trail court, mais s'il fait par exemple du trail un peu long dans l'année, moi je pense que souvent le plus adapté, c'est en hiver pour faire ce type de travail-là. Alors je mets un peu de côté les gens qui habitent
un peu à la montagne où ils peuvent avoir tendance à faire du ski en hiver. Mais sinon, c'est quand même pour moi la bonne période pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que la météo est souvent moins bonne, on s'entraîne moins longtemps. Donc c'est vrai que ce travail de vitesse-là, il se combine bien avec un volume d'entraînement un peu moins important. Et puis voilà, ça permet aussi souvent, le trailer a pas mal tendance à s'entraîner seul toute l'année parce que les objectifs sont pas toujours les mêmes. Donc c'est pas toujours évident de trouver des gens qui préparent les mêmes courses et donc ça permet d'avoir du lien social, d'aller dans son club notamment pour ceux qui ont une licence. Et c'est vrai que je trouve que c'est la bonne période pour le travailler. Après, si on fait des courses roulantes toute l'année, peut-être qu'il faut axer l'hiver sur d'autres types de travail, mais ça reste une qualité qu'il faut entretenir parce que je pense que Pierre est bien c'est pour en parler, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, Pierre, s'il en fait pas pendant longtemps, il sent vraiment qu'il perd de l'amplitude. Donc, s'il a besoin de faire une course très roulante, s'il fait pas du tout de plat pendant 6 mois, ça va pas revenir du jour au lendemain. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Et c'est pour ça que la planification sur un temps relativement long, elle est importante aussi parce que pour l'entraîneur, si tu sais que ton athlète, il va faire par exemple quelque chose de montagneux en début de saison, puis il va revenir assez rapidement sur des courses rapides parce que le calendrier est comme ça, faut anticiper pendant la période où il fait peut-être plus du travail avec du dénivelé sur des parcours durs, de maintenir quand même un minimum de travail, de VMA, moi j'appelle ça un peu la VMA biomécanique, c'est-à-dire pas forcément des longues séances, mais avec des vitesses assez rapides pour entretenir ces qualités-là. Après, c'est toujours dur de généraliser, ça dépend vraiment de la planification de l'athlète, de ses points forts, de ses points faibles et de comment il se sent aussi, quoi. Toi, Pierre, justement, ça a été quoi ta plus grosse marge de progression en trail et qu'est-ce que tu as fait avec ta vitesse? Tu as continué de la bosser, de la travailler ou alors tu l'as mise un peu de côté, tu as juste fait des petits rappels de temps en temps et tu as axé sur d'autres leviers comme peut-être la descente ou alors les montées raides. Ça a été quoi un peu tes leviers de progression? Ouais, moi je pense là où il y a le plus de marche, c'est vraiment sur l'aspect musculaire, être capable de courir vraiment dans du raid longtemps et de tenir, parce que mine de rien, on parle aussi de durabilité, mais je pense que ça vient aussi avec les années, parce que quand t'as pas fait des 80 bornes, le premier, je pense que musculairement à la fin t'es complètement sec. Donc vraiment prendre le temps aussi de construire ce volume d'entraînement, être capable de petit à petit aller courir plus longtemps, un peu plus vite petit à petit. Du coup ouais, ça veut dire du D+, encaisser le D-, etc. Donc vraiment l'aspect plus musculaire que l'aspect un peu plus vitesse. Et sinon non, je le bosse en hiver parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un peu la période où on peut se permettre de faire ça, mais c'est aussi la période où nous qui habitons en montagne, on peut faire aussi beaucoup de ski, donc c'est un équilibre à trouver et ça dépend beaucoup des compètes que tu vas faire. Si tu sais que tu as une course en début de saison avec pas mal de D+, peut-être que tu mets un peu moins de vitesse l'hiver et peut-être que sur un objectif de fin d'année, par contre, il faudra faire un bloc un peu plus spécifique. Et pareil, Nicole disait, il y a des personnes pour qui en 3 séances, ça vient très bien. Pour d'autres, par contre, il faut passer 4 mois avant d'avoir la moindre sensation à plat parce que c'est pas leur point fort. Donc, c'est hyper individuel et je pense pas qu'il faut prendre au pied à la lettre ce qu'on dit aujourd'hui parce qu'il y a certaines personnes qui seront pas du tout dans le cas là, quoi. Et Pierre, j'ai une autre question aussi. Toi, tu viens du coup pas du trail. Et un truc qui m'a relativement impressionné la première fois que tu es venu au Team Brooks et qu'on a fait les premières sorties, je me suis dit, pour un gars qui vient quand même de la route et du triathlon, il passe quand même vraiment pas mal dans le technique et assez à l'aise, un bon pied dans les terrains assez joueurs. Ça, c'est quelque chose qui a été naturel chez toi ou au début, t'as quand même un petit peu galéré. Et si ça a été naturel chez toi, tu l'expliques comment? Est-ce que c'est parce que dans ton enfance, t'as été pas mal dehors, pas mal dans les chemins, dans la montagne? Ou comment c'est venu? Est-ce que t'as dû travailler? Ouais, alors je pense que tu trouves que je suis à l'aise. Moi, par contre, au mondiaux, par exemple, j'ai pas trouvé que j'étais à l'aise pour le coup par rapport à des Thomas Butez ou compagnie qui étaient avec moi ou même Yo qui était juste devant en descente. Quand ça accélère vraiment et ça devient vraiment technique, ou si tu sais que tu tombes, ça peut être dangereux concrètement. C'est la partie là où je pense pouvoir progresser. Après, sur des formats un peu plus classiques, tant que c'est pas vraiment gros chantier, je m'en sors relativement bien. Mais il y a toujours des petits points à développer. Et je pense que ça vient sûrement du fait, quand j'étais gamin, on a grandi avec mes cousins, on passait beaucoup de temps dehors, juste à cavaler dans la forêt, à faire les cons, sans penser à l'entraînement ou quoi que ce soit. Et après, ça vient aussi avec la confiance. En début de saison, je suis pas du tout bon en descente, et il y a vraiment des moments où tu sens que ça vient et que ça repart, et ça dépend aussi des chaussures. J'ai besoin d'une chaussure qui soit vraiment toute fine. Par contre, tu me mets avec des chaussures larges, je sais pas descendre parce que j'ai l'impression d'avoir des paquebots au pied, quoi. Est-ce que tu fais des séances spécifiques où vraiment le thème c'est la descente avec des répétitions ou juste une sortie longue avec les descentes appuyées?
Ouais, bah avec mon ancien entraîneur, on faisait pas mal de spécifiques sur des 100, 200 des mois, des choses comme ça. Mais j'ai tendance à les envoyer un petit peu trop vite, à être trop cassé après. Donc on les fait plus avec Adrien. Du coup, ce qu'il aime bien faire et ce qu'on a pu faire aux différents stages, comme tu as pu voir, Mathieu, c'était juste des sorties longues avec les descentes appuyées. Et t'es peut-être pas aux allures que tu vas taper sur des courses plutôt courtes, donc peut-être que ça va manquer sur des efforts type France de montagne ou des choses comme ça où il faut vraiment descendre vite pour le coup. Mais par contre, sur des efforts de 4-5 heures, tu vas pas descendre non plus à des intensités qui sont monstrueuses, parce que sinon tu seras trop éclaté après la première descente, quoi. Ça, c'est un élément intéressant. En fait, le type de travail, plutôt au sein d'une sortie longue ou plutôt sur des descentes plus courtes où on va vraiment plus vite, c'est très dépendant du type de travail qu'on veut faire et aussi de l'aisance des athlètes. C'est-à-dire que je pense que pour l'aspect musculaire d'une course de trail, aller au-delà de l'allure course, juste au-delà de l'allure course sur une sortie longue, ça peut être suffisant. Par contre, chez les athlètes qui ont par exemple des limites un peu techniques, je trouve pas assez rapide pour débloquer. Et notamment, Pierre, il parlait d'une chose, c'est que souvent quand on a du mal, par exemple, sur certains types de terrains, alors que on est bien sur d'autres types de descentes, c'est souvent quand même un gros aspect mental, c'est-à-dire de réussir à se libérer, d'envoyer. Enfin, je visualise, je pense que c'est un peu ça pour Pierre, mais moi, je sais que au début, je descendais très très fort, puis je me suis tordu une, deux fois la cheville. Et depuis, dès qu'on est dans des terrains où c'est un peu, ouais, soit il y a beaucoup de cailloux, soit c'est instable, ben même si j'ai j'avais, je vais dire, quand je m'entraînais des vraies capacités musculaires pour aller vite, ben dans ces terrains-là, j'arrivais plus à me libérer pour aller très vite. Et ça, je pense que c'est aussi des fois, ça revient quand on s'oblige à aller très vite, parce que quand on va très vite aussi sur des périodes courtes, ben psychologiquement et mentalement, on peut plus s'engager, donc être plus réactif, parce que très souvent, les entorses, elles arrivent pas toujours dans le plus technique, mais dès qu'on fait des courses longues, bah, on peut pas être concentré à 100% tout le temps. Et c'est vrai que le fait de retrouver des qualités en faisant des séances courtes, c'est intéressant. Par contre, c'est très traumatisant, comme l'a dit Pierre, et c'est souvent pas simple à bien planifier dans un entraînement, parce que souvent, ça te coûte 2-3 jours où tu peux pas faire grand-chose de dur, quoi. Nico, une question, on a une question qui revient assez souvent quand même chez les amateurs, c'est est-ce que même si je prépare du 100 km ou du 100 miles montagneux, que ça soit un UTMB, une Diag, une CCC, est-ce que alors là c'est aussi dépendant des qualités acquises, des qualités de vitesse acquises dans l'adolescence ou dans l'entraînement, mais est-ce que je dois maintenir des entraînements à plat, des entraînements avec où je déroule la foulée, même si je prépare des 100 miles comme par exemple comme la Diag? Ouais, c'est toujours dur de répondre. Je dirais que c'est quand même pas l'axe de travail principal. Après, du travail à plat, à mon sens, t'en gardes toujours un minimum parce que ça a quand même un intérêt, ne serait-ce que sur les jogs de récup, de pas remettre encore une composante musculaire quand on fait beaucoup de sorties longues. Donc, je pense que c'est bien de toujours en garder un petit peu. Ça peut être l'erreur des fois un petit peu pour la récup de faire tout avec du déni. Bah, des fois, ça permet de pas vraiment de récupérer. Après, très clairement, si on parle même de course roulante, le jour où c'est le seul maillon qui te manque, c'est que tu maîtrises déjà beaucoup de choses. Mais on prend un exemple, on l'a reçu Thibaut Guérivier après son UTMB. Bah, ça a été l'axe principal de travail de Thibaut cette année sur l'UTMB, être meilleur sur les parties roulantes. Alors que intuitivement, c'est pas la chose qu'on va travailler en premier. Mais parce qu'il avait les capacités à pas dégrader musculairement dans les descentes, parce qu'il avait beaucoup de vécu, parce qu'il a une certaine aisance en marche bâton, donc il peut se permettre d'en faire moins. Donc après, ça, c'est toujours propre à chacun, mais on va dire que quand on parle d'amateurs, la plupart du temps, on est sur des profils où les gens, ils essayent de finir, et en fait, ta vitesse de déplacement à plat, c'est pas quand même ce qui va conditionner ou pas que tu finis la course, quoi. Donc ça pas, pour moi, c'est pas l'élément à travailler en premier lieu, quoi. Théo? Je voulais aussi parler de l'intérêt de faire des tests. Alors ça peut être, c'est pas forcément des tests comme nous on peut proposer, mais ça peut être des tests sur le terrain et d'avoir des valeurs un petit peu références. Par exemple, ça peut être connaître son chrono sur un test de vitesse critique, par exemple un 3 et un 12, et de pouvoir aussi voir si on est plus ou moins rapide ou plus ou moins endurant. Ça peut permettre de se dire, ok, j'ai plutôt telle qualité à développer pendant l'hiver, tant que j'ai le temps de développer mes qualités en général. Et puis ça peut être aussi intéressant de se servir de séances qui peuvent être, c'est pas vraiment des tests, mais c'est des séances un peu clés. Donc typiquement, je sais pas, je peux penser à un 10 x 400. Et voilà, on peut savoir au fur et à mesure de l'hiver si ces chronos ils s'améliorent sur du 400. Voilà, on peut se dire ok, si, au début de l'hiver j'étais en 1,20, à la fin de l'hiver je les passe peut-être en 1,17. On sait que là-dessus j'ai réussi à grappiller
un petit peu en vitesse. Et puis, il y a aussi l'intérêt de faire des tests de pliométrie. Chez moi, je trouve, j'avais notamment testé un athlète de Nico qui écoute le podcast, je dirais pas son nom, mais c'est un mec qui tournait vachement bien sur des Sky Race, notamment au Mathésin, et puis sur 10 km, dès qu'il courait, rien qu'à 4 kg, il était très facilement marqué. Donc là, ça peut être intéressant de faire des travails de vitesse chez les trailers qui n'ont pas forcément des grosses capacités de vitesse et qui marquent très rapidement. Et du coup, encore une fois, il faut savoir individualiser. Et à mon sens, tout le monde doit bosser toutes les qualités, mais c'est une histoire de proportion en fonction de ses points faibles et de ses points forts, et surtout de la spécificité de la course et à de quelle distance Enfin, notre objectif principal, en combien de temps il est. Là, la question que tu as posée à Nico sur le plat, moi je suis aussi d'accord avec Nico, je pense qu'il faut le travailler toute l'année. Par contre, c'est juste une question de proportion, et même celui qui prépare... je sais pas, par exemple, une diagonale, moi je trouve ça intéressant de travailler du plat et au moins faire quelques petits rappels avec des petites lignes droites de temps en temps sur des semaines d'assimilation. Ça peut être très pertinent en tout cas, parce que, encore une fois, tu as le côté physiologique et puis tu as aussi le côté biomécanique qui est intéressant à aller chercher. Ouais, les lignes droites, c'est une vraie solution intéressante pour conserver un peu l'aspect biomécanique sans revenir mettre du physiologique, parce que souvent, en fait, la complexité quand on s'entraîne sur du long, de venir mettre des séances de plat, c'est comment on vient caler une séance qui va avoir un impact physiologique qui est quand même non négligeable dans une semaine où on fait déjà beaucoup de volume, où déjà juste la charge par le volume va déjà être sur les capacités hautes d'assimilation de l'athlète. En fait, c'est toujours ça, hein. L'entraînement, c'est toujours choisir, parce que on aimerait tout faire, mais c'est pas possible, et c'est ça l'expertise soit de l'athlète qui s'entraîne, soit de l'entraîneur, de trouver la meilleure recette possible pour l'athlète en fonction de son vécu, en fonction de la course, en fonction de ce qui a été fait auparavant aussi. C'est ça qui fait tout le sel un petit peu il y en a qui disent que l'entraînement c'est un art basé sur la science. C'est un peu cet art-là, comment on mélange toutes les connaissances qu'on a pour faire la meilleure recette possible, quoi. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet. Pierre, est-ce que cet hiver, tu vas essayer d'aller peut-être chercher tes RP sur 10K ou sur semi, ou alors est-ce que tu vas juste te mettre des bonnes petites séances pour préparer plutôt les gros objectifs en trail à partir du printemps? Ouais, je pense que ça va plutôt être des bonnes petites séances sur la piste à Annecy, et puis pas mal de ski pour essayer de passer un cap là-dessus. Donc voilà, entretenir le plat quand même, ou essayer de gagner un tout petit peu, mais vraiment essayer de bosser plus les points faibles. Après, j'ai pas encore parlé avec mon entraîneur, donc on verra ce qu'il en pense aussi. Une idée déjà des dossards que tu vas mettre l'année prochaine? Je pense à un UTMB, sûrement un truc Grand Est, sûrement marathon blanc, et puis OCC en découverte, voir ce que ça donne. Eh ben, merci d'avoir pris du temps pour intervenir avec nous dans le podcast. Bel hiver. Peut-être que tu croiseras Mathieu sur la piste à Annecy. Il faudra bien que tu le motives à venir faire quelques séances. Carrément. Et puis on te souhaite une bonne fin de saison, et j'allais dire de bonnes fêtes. C'est peut-être un peu tôt pour te souhaiter les bonnes fêtes, mais non, c'est gentil. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut Pierre. Les amis, ça faisait longtemps que je voulais mettre un petit jeu en place sur ce podcast. Je me suis dit que sur la période de fin de saison, quand on a un peu moins d'actu, c'était l'idéal. Pour cette première, on va jouer au jeu du Qui suis-je. Ça va être très simple, et nos auditeurs et auditrices vont même pouvoir jouer avec nous. Je vous explique les règles. Je vais vous réciter plusieurs informations sur une personnalité du milieu du trail. Exemple, je suis un athlète anglais. J'ai gagné l'UTMB en 2025. Trop facile. C'est un exemple, Mathieu. Si là, vous avez une idée, vous donnez votre prénom à haute voix pour que je vous donne la parole. Donc là, bien sûr, c'était facile. La personne me répond Tom Evans. Subtilité. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par manche. Donc, imaginons que quelqu'un me donne son nom à voix haute et se trompe sur la personne, elle n'a plus le droit de jouer sur la manche. Un point par manche, donc à celui qui répond le plus vite. Et dernière chose, toutes les personnes du jeu, donc il y aura 5 manches, donc il y aura 5 personnes à trouver. Toutes ces personnes-là ont un point commun. Celui ou celle qui trouve pendant le jeu peut à la fin de chaque manche tenter sa chance pour me donner le point commun et obtenir un point bonus. Je sens qu'il va y avoir du montage, tout le monde va se couper la parole, ça va m'énerver ça. Mais non, pas du tout. Ça va être très propre. Est-ce que tout le monde a compris? Yes. Oui. C'est parfait. On va pouvoir démarrer avec la première personne. Je suis rentré depuis l'an dernier dans la trentaine. J'ai créé l'une des plus grosses surprises de l'histoire du trail. Mathieu. Vas-y, Mathieu. Putain, je me suis trompé.
Ah, Livache. Pierre Livache, c'est ta réponse? Ouais. C'est une bonne réponse, Mathieu. Yes. Parce que j'ai dit mon prénom et après j'ai réfléchi après en fait. Ouais. Oui, mais bah, je te laisse, à chaque fois, je te laisse 5 secondes. Ouais, faut qu'il laisse 2-3 secondes max. Ouais. Bon, c'est validé? Ça pouvait être Vincent Bouillard aussi. Ouais, j'allais dire Bouillard, mais il a déjà 32. Ouais. Oui, mais dans la trentaine. Ah oui, je suis rentré dans la trentaine. En fait, c'est Ouais. la petite subtilité. Ouais. C'est pour ça que au début je pensais Bouillard, je me dis mais non, il est pas rentré l'an dernier et après j'ai trouvé. Pas de souci. Deuxième personne à trouver. Je suis né le 30 juin 1999 à Baden-Baden, en Allemagne. Je n'ai pas commencé le sport de haut niveau par le trail. Mon premier sport de haut niveau pouvait compter 2 sports ou 3 sports. J'ai terminé 5e de mes premiers championnats de France de course en montagne. Non. Tu veux tenter ou pas? Non. J'ai obtenu l'année d'après ma première sélection en équipe de France de trail. Nico. Bah Mathieu, c'est bon. Non, j'ai dit Nico avant. Ah ok, vas-y. Nico, vas-y. Bah Pierre, Pierre Bourdin, non? Bonne réponse, Nico. Putain, un millénaire mal. Je sais pas ça. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai vu l'info. C'est marqué Baden-Baden et je crois que si je me trompe pas, j'ai Baden-Baden, c'est en Allemagne. Hein, mais Oui, Ouais, c'est pas en Bretagne, ça? Non. Ouais, gars. pas du tout. L'Armor Baden, c'est en Bretagne. L'autre. Un point pour Nico, un point pour Mathieu. Je l'avais, mais j'étais pas sûr en fait. Je rappelle que vous pouvez tenter de... Si quelqu'un a découvert le point commun pour l'instant entre les deux, qui peut-être est le point commun des 5, vous pouvez tenter. C'est peut-être un peu tôt. Putain, mais il a travaillé de fou le gars. De ouf. J'adore. Je suis l'une des athlètes les plus titrées en équipe de France. Théo. Vas-y, tente. Je pense que le point commun, c'est que des membres de l'équipe de France. Mais Livache. Bah, Livache. Dans quel sport? Allez, Théo, c'est ciao. Ah, mais je suis con, putain. C'est parti sur Bouillard, du coup. Théo, du coup, t'as plus le droit de répondre pour le point commun sur tout le jeu en entier. Par contre, J'ai là, pas sur cette manche, tu peux répondre pour trouver la personne. Ah, ok. Ok. Deuxième indice. Je n'ai pas commencé le sport de haut niveau, comme Pierre, par le trail. Théo. Théo. Clémentine Geoffroy. Alors, c'est toujours Geoffrey. Geoffrey, pardon, putain, j'y arrive pas. J'y arrive pas, pardon. Très bien. Bravo, Théo. Donc, ça fait un point Nico, un point Théo, un point Mathieu. Pas de point commun toujours? Non? Personne veut tenter? Moi, Non. Nico, je tente. Vas-y. Oh. Ils sont tous nés dans les années 90. Non, c'est pas ça. Allez. Quatrième manche. J'ai à mon actif 3 top 10 à l'UTMB. Mathieu. Mathieu? Le boulanger Yannick Noël. Non, c'est pas ça. Putain. Nico, Nico? Arthur Joyeux-Bouillon. Non, c'est pas ça. C'est pour laisser un peu les autres jouer. Donc, Nico, Mathieu, donc il reste Margot et Théo sur cette... Attends, redis juste, c'est combien de top 10? 3 top 10. C'est une fille. Ça inclut la CCC et l'OCC ou pas du tout? Non, l'UTMB. Que l'UTM, ok. Deuxième indice. J'ai remporté une course de l'UTMB, mais pas l'UTMB. Ah, j'ai trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé, putain. Vas-y. Ouais, Théo, je pense. Vas-y, Théo. C'est pas Thibaut Guerrier? Ouais, Thibaut Garivier. Bien joué. Du coup, 2 points Théo. Théo qui prend la tête. Aïe, 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 aïe. Donc, 1 point Nico, 1 point oui. Mathieu, Margot 0. C'est la dernière manche. Toujours pas de point commun? Ben, Putain, c'est dur. Hein. J'ai connu, donc 5e manche, j'ai connu le sport de haut niveau par le biais de la course en montagne. Aujourd'hui, je m'épanouis toujours à haut niveau dans une autre discipline. Nico, Nico, Baptiste Fourmont. bien joué. bien. Il est fort. J'ai été soft quand même sur les athlètes à découvrir. J'ai quand même pris des gens Ouais. relativement connus. Du coup, on est ex-aequo Nico, ex-aequo Théo. Donc, vous allez vous départager entre vous deux. Je vais vous demander, est-ce que vous avez trouvé le point commun entre les 5? Je rappelle, pour vous donner un petit indice en plus, on avait Pierre Livache, Pierre Galbourdin. Moi, je vais tenter un truc. Non, tu peux pas jouer, Mathieu. Tu joues pas. Pourquoi? Mais parce que faut départager Nico et Théo. Ok. Donc, il y avait Pierre Livache, Pierre Galbourdin, Clémentine Geoffrey, Thibaut Garivier, Baptiste Fourmont. Qui a une idée entre les deux du point commun? Le premier qui répond, qui trouve, il a gagné. C'est... Quelqu'un, faut tenter là. Faut qu'il y en ait un des deux qui tente. Réfléchissez bien, c'est facile. C'est très facile. Je répète les noms: Pierre Livache, Pierre Galbourdin, Clémentine Geoffrey, Thibaut Garivier, Baptiste Fourmont. Ils ont tous un point commun. Il est vraiment obvious. Moi, j'ai une idée, mais bon.
C'est vraiment obvious, mais là, je peux vous donner un autre indice. Si vraiment il y en a, vous trouvez pas. Ils sont tous français, ça marche? Oui, ça marche, mais c'est pas le point commun que je veux. Je vous laisse 5 secondes. Si vous trouvez pas dans les 5 secondes, je vous donne un indice. Bah, laisse-nous tenter aussi. Mais non, pas vous. Théo, t'as un truc? Non, en vrai, je vois pas du tout. Ok, c'est relié au podcast. Ils sont tous venus dans le podcast. Bien joué. Bravo, Nico. Voilà l'indice. Victoire de Nicolas Martin sur ce premier jeu du Qui suis-je? Un beau 0 pointé de Margot Le Map. Ça, on le met dans tous les épisodes. Donc ça, vous nous direz si ça vous a plu, auditeurs, auditrices. Moi, ça m'a plu. On continue. Si vous avez kiffé, si vous avez pu jouer aussi un petit peu chez vous, j'espère que vous avez kiffé. Tout simplement, on a passé ce petit jeu. On va passer maintenant aux questions auditorices. Et on va commencer tout de suite avec une question de Germain Cassagne qui nous a demandé quelle était l'importance du renforcement des pieds et comment mettre en place une routine simple et rapide qui changerait les choses sur le long terme. Et il posait la question à Théo. Ouais, alors la réponse, c'est comme d'hab, ça dépend. En gros, encore une fois, avant d'attaquer n'importe quel protocole ou n'importe quel suivi, c'est toujours bien de faire une évaluation au moins de son niveau et de ses capacités. Mais globalement, dans la vision des choses, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est des exercices de renforcement, mais de les voir toujours comme un continuum. Donc, en fait, on part vraiment du plus basique, du moins sollicitant, et petit à petit, en fonction de son niveau, de son expérience, et avec le temps, on va aller vers des exos de plus en plus sollicitants. Et si on parle purement de renfort des muscles intrinsèques du pied, moi, ce que je peux conseiller dans un premier temps, c'est de faire des exos d'activation du pied. Il y en a qui appellent ça le yoga du pied. Moi, ça me fait un petit peu rire. Mais voilà, c'est juste des activations du pied, donc du short foot, de la dissociation, des exercices de griffe. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube le nom des exos. Ensuite, on peut passer dans un second temps sur des exercices isométriques. Typiquement, je mets mon talon sur un bouquin, je mets mes orteils sur un autre bouquin à l'avant et du coup je vais avoir le milieu du pied, le médio-pied qui va être dans le vide et donc là on va stimuler un petit peu plus le pied. Donc ça, moi j'appelle ça le pied en pont. Donc ça, c'est les exos isométriques. Dans un troisième temps, on peut faire ce même exercice, mais en rajoutant des mouvements. Donc pourquoi pas faire bouger un kettlebell, tourner la tête de droite à gauche, se pencher un petit peu vers l'avant. Voilà, on peut faire même des mouvements de fente ou autre. Et puis enfin, on peut aller sur des exercices pliométriques. C'est là où il va y avoir aussi une bonne sollicitation au niveau du pied. Et à chaque fois, ces exercices-là, il faut se dire qu'on peut les faire de plus en plus sollicitants. Donc, on peut commencer avec des exos assis, puis des exos debout, puis des exos à un pied, puis on peut rajouter du poids supplémentaire, par exemple. Et globalement, quand on travaille le pied, moi, je conseille toujours de privilégier la qualité à la quantité. Et typiquement, je pense que ça peut être bien d'intégrer 2 petites routines par semaine, c'est déjà pas mal. Allez, 10-15 minutes, ça peut suffire. Il faut surtout pas hésiter à mettre de l'intensité et rajouter du poids lorsque ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que vous travaillez vos pieds. Les muscles, c'est comme les quadriceps, c'est comme les biceps, ça va réagir avec de la stimulation à haute intensité. Voilà, et puis globalement, pour faire simple, ça peut être, je fais une routine, je fais la même pendant 4 semaines, et puis je change, et je fais de plus en plus dur. Et puis, ce que je peux conseiller aussi en plus pour travailler ses pieds, donc c'est pas forcément des séances spécifiques, ça peut être de faire la musculation en chaussettes ou pieds nus, donc faut faire attention quand même avec les poids, pas se faire tomber sur les pieds évidemment. Et puis ça peut être de varier un petit peu les paires de chaussures, pourquoi pas avoir une paire de chaussures un petit peu plus minimaliste que les autres et à sortir de temps en temps, attention à être progressif évidemment. Et puis il y a aussi un truc tout bête qui est bien pour renforcer ses pieds, c'est de marcher pieds nus au quotidien ou au moins en chaussettes, donc chez vous, peut-être pas forcément au boulot, ça peut être compliqué, mais voilà, de cumuler 3, 4, 5, voire 8000 pas par jour en chaussettes, ça peut être vraiment intéressant. Parfait. On a eu aussi une remarque de Corentin B4 qui a constaté que la FFA avait durci ses critères de qualification pour les prochains championnats de France, car désormais il ne suffit plus d'être finisher, ça c'est depuis l'an dernier, mais bien de réaliser un chrono suffisant calculé avec leur indice VK Trail sur une course qui est labellisée par la Fédé. Le critère pour se qualifier étant passé de 4,30 à 4,10 de VK Trail pour les seniors hommes, ce qui va durcir considérablement la possibilité de s'y qualifier. À titre d'exemple, 4,10 de VK Trail sur le Festa Trail, une course, un trail court qui a lieu en début de saison, enfin en septembre pardon, donc une course qualificative pour le trail court. Et donc le K10 de VK Trail correspond à une cotation moyenne de 645 sur ITRA. Donc qu'est-ce qu'on en pense
les amis, de ce durcissement des critères de qualif. Et est-ce que, ça c'est une question qu'on avait quelques fois en off, est-ce que ce serait pas intéressant de voir arriver dans le trail ce qu'on connaît en cross, où pour se qualifier au championnat de France, il faut passer par des courses de qualif, et notamment des régionaux et des interrégionaux. Moi, ça me choque pas. Le championnat de France, c'est quand même une compétition à la base, donc je suis pas choqué qu'il y ait une sélection s'il y a nécessité d'avoir une sélection parce qu'il y a trop de demandes. Comme tu l'as dit, tu as parlé du cross, ça reste quand même beaucoup plus accessible qu'un France de cross aujourd'hui, où je pense qu'il faudrait plutôt courir 800, l'équivalent de 810, 820 de cotation, voire plus, pour aller participer à un championnat de France de cross hors qualification par équipe, pour ceux qui connaissent un petit peu le système. Donc je pense que pour moi la principale limite du critère, c'est que on peut pas trop le prévoir à l'avance, donc du coup on peut pas prédire si par exemple on est très limite pour réaliser le critère, ou si au contraire on a de la marge mais qu'on n'a pas envie de faire la course à bloc, on peut pas trop évaluer avant le chrono nécessaire. Ça c'est un peu la limite, je trouve, alors que voilà, quand tu dois réaliser un chrono qualificatif pour aller à un championnat de France de 10 km, ben voilà, tu connais le chrono et tu peux durant la course gérer ton effort pour remplir le chrono, quoi. Ouais, peut-être un petit conseil pour ceux qui aimeraient se qualifier sur un championnat de France, sur une course qui a déjà été qualificative au championnat de France. Vous allez sur la fiche FFA d'une personne qui a déjà fait cette course l'an passé. Et en fait, maintenant, sur les fiches FFA, il y a l'indice VK Trail qui apparaît sur la course qui a été effectuée par la personne. Et donc, en fonction du chrono qu'elle a effectué, vous pouvez voir s'il faut faire mieux ou moins bien. Déjà, ça peut être un petit conseil pour ceux qui aimeraient se qualifier. Ça reste des critères qui sont un peu plus durs. Maintenant, voilà, courir 645 ITRA pour se qualifier au championnat de France. En tout cas, là, je parlais des hommes. Du coup, pardon, c'est précision, c'est 645 pour les hommes. Ça semble pas non plus hyper inaccessible. Et je crois que la Fédé a mis ça en place pour essayer de limiter quand même les inscriptions au championnat de France, où notamment cette année à Val d'Isère, ils avaient été un peu dépassés par le nombre d'inscrits. Juste pour terminer, mais on rappelle que 4-10 de V4L, en fait, c'est l'équivalent d'un effort où on court à 4 minutes 10 sur 10 km. Et donc, ça fait, si je calcule pas trop mal, 41-40 de chrono pour aller au championnat de France de 10 km. Donc, cette distance-là, je crois que chez les seniors, c'est 34 minutes. Donc, c'est quand même plus accessible que, par exemple, un championnat de France de 10 km, quoi. Donc, ça reste pour le moment quelque chose de pas hyper sélectif. Après, comme tout, s'il continue à y avoir de l'engouement, ils viendront peut-être au qualif. Après, la limite, on a parlé des qualifications, c'est que dès que les courses sont un peu longues, on peut pas courir régulièrement comme on le fait en cross. Donc, ça sera toujours ça, un petit peu la limite, sans parler aussi du choc entre les différents calendriers, où aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il y a trop de circuits que pas assez. Ouais, ça me fait penser aussi que ils ont changé une autre règle, c'est qu'avant, en faisant un trail long qualificatif, on pouvait se qualifier aussi sur le court, et ça, ils l'ont enlevé. Maintenant, si on veut se qualifier sur le trail long, il faut faire un trail long, et sur le trail court, un trail court. Il faut faire un trail long pour ce championnat de France là, qui fait 60 km effort. Donc, il y a des manches, par exemple, du Challenge national de trail qui n'atteignent pas la limite. Donc, j'espère qu'ils seront un peu conciliants avec les athlètes qui auraient fait une manche, par exemple, de plaine. J'ai un exemple en tête, le Trail Sud Touraine, qui fait 57 de kilomètres effort, donc qui remplit pas le critère. Mais bon, c'est quand même une manche du Challenge national sur le long. Bon, c'est quand même un peu particulier que ça puisse pas être qualificatif pour le championnat de France. Ouais, ça devrait l'être quand même. Moi, j'avais ma petite question. Après sa victoire à la Diag, où est-ce qu'on peut situer Baptiste Chassagne dans la hiérarchie des meilleurs ultra-trailers français? Ouais. Je vais vous prendre court, en plus, on l'a pas. Je vous ai pas demandé de la préparer, cette question, mais j'avais envie de vous la poser. Si vous n'avez pas de réponse, on pourrait réfléchir, et si ça intéresse les auditeurs et auditrices, y répondre dans un prochain épisode. Mais... Moi, je donne mon avis. Aujourd'hui, je pense top 3. Ah oui. Bah oui, à l'heure actuelle. D'accord. Top 3 avec qui? Avec Vincent Bouillard qui l'avait battu à l'UTMB, et puis en vrai. Pas forcément à l'heure actuelle, hein, c'est dans les hiérarchies de l'histoire. De tous les temps. Là, je pense qu'il est rentré dans le top 10. Après, c'est difficile aussi parce que est-ce qu'on peut comparer le palmarès de il y a 10-15 ans avec
aujourd'hui, moi je pense que quand même la densité est pas du tout la même. Il y a, enfin, prendre un exemple qui est différent de l'ultra, mais une course que je connais très bien comme le Grand Trail de Templiers. Il y a une époque où tu courais moins de 7 heures, t'étais podium et puis il y avait personne d'autre qui était sous les 7 heures. Cette année, ils étaient 5 quoi. Donc je pense qu'il y a quand même de plus en plus de densité. Donc c'est pas la même chose d'avoir du palmarès entre elles maintenant et il y a 10 ans. Donc je pense que ceux qui seront parmi les meilleurs dans les années à venir seront un peu automatiquement dans le haut du panier pour moi, quoi. Mais en tout cas, c'est ma vision, quoi. En tout cas, moi, c'est le genre de question que j'aime bien et potentiellement, on pourra, pareil, si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, se préparer un petit épisode où on vous fera un petit classement des meilleurs trailers, ultra trailers. Ça peut toujours être intéressant. Allez, on a terminé avec nos questions auditrices. On va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'épisode. Comme d'habitude, nos recos de la quinzaine et on commence tout de suite avec la reco de Mathieu. Allez, j'ai une double reco. Deux recos antagonistes. Ouais, il nous régale aujourd'hui. Je vous régale, je vais vous donner du petit pain. C'est pas ça l'expression, mais du petit lait. Bref, aujourd'hui deux recos qui se complètent assez bien. La première, elle sort du milieu du trail, mais pas du sport. C'est l'interview de Mouhamadou Fall par Younes Nezar sur sa chaîne YouTube. Et Mouhamadou Fall, c'est un des meilleurs sprinteurs sur 100 mètres français entre 2015 et 2020. Il a fait une belle carrière. Et puis sa carrière, elle s'est terminée un peu de manière nébuleuse et controversée entre dopage, no-show, conflit avec la Fédé. Et là, on est sur une interview qui tend vers le débat où Younes essaie de comprendre et de se contrôler aussi pour pas trop couper la parole à son invité. Ils creusent ensemble ce qui a mené Mouhamadou Fall à accepter de participer au Enhanced Game, cette fameuse ligue privée qui souhaite tout mettre en œuvre pour repousser les limites du corps humain dans le sport en s'affranchissant de beaucoup de règles, notamment et surtout autour du dopage. C'est donc une interview débat musclé qui parle de fric, de dopage et de scandale, mais ça vaut le coup de se pencher sur ce qui s'est passé et sur l'histoire de Mouhamadou Fall. Et pour mettre tout ça en perspective, je voulais vous proposer une petite interview plus douce, plus fleuve, qui s'écoute tranquillement. C'est en anglais, donc il faut maîtriser la langue de Shakespeare. C'est à nouveau encore une reco sur le podcast de Free Trail de Dylan Bowman. Il reçoit la plus que discrète Nina Engelhard, l'allemande, qui a remporté les 2 courses en montagne aux mondiaux, la verticale et le format classique. Et elle nous explique qu'elle s'entraîne beaucoup sans montre. Elle nous explique comment elle est heureuse sans sponsor, sans contrainte, dans une vie simple, loin des réseaux et des chiffres, mais très proche de sa famille et de la nature. Donc à vous de voir si vous souhaitez vous exciter sur le monde du show sportif sans limite, reco numéro 1, ou si vous souhaitez réfléchir sur nos dépendances aux chiffres et aux médias sociaux, reco numéro 2. Toi, t'as pas choisi, t'as fait les deux. T'as consommé les deux. Ouais. Théo, ta petite reco. Ouais, si Mathieu il a recommandé du petit lait, moi je vais recommander du miel pour les oreilles. Avec le dernier album de Tilassine, c'est le Rhodes Volume 3. Du coup, c'est un volet qui est assez intéressant parce que c'est un artiste qui fait de la musique électronique et il intègre beaucoup de sons de ses voyages. Et globalement, le principe, c'est qu'il se déplace avec sa caravane dans différents pays. Il a fait aussi le Transsibérian en Russie. Il était allé, je crois, en Amérique du Sud. Et là, c'est en Namibie qu'il est allé pour le 3e volume. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça assez chouette comme album. Je l'attendais vraiment. J'ai vraiment kiffé la première partie, un peu moins la deuxième. Mais globalement, j'aimerais bien mettre en avant cet artiste-là qui avait vraiment sorti une masterclass avec son album de Transsibérian en 2015. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est vraiment c'est vraiment hyper cool. Et puis ceux qui m'avaient dit que MRD c'était un peu trop énervé, là c'est beaucoup plus soft. Parfait. Margot, une reco? Et Tilassine qui passe en concert le 26 mars à Lyon. Si jamais celles et ceux les auditeurs auditrices ont été convaincus par ta reco. Ouais. Moi, je voulais vous parler d'un film, mais très probablement que vous en avez déjà entendu parler et que vous l'avez déjà vu. Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller le regarder. C'est Anatomie d'une chute de Justine Play qui est sorti en 2023. C'est un film qui a eu pas mal de prix, qui a eu la Palme d'Or, qui a eu un Oscar du meilleur scénario, un César aussi. Le scénario, du coup, c'est un père de famille qui décède. C'est filmé en plus dans un petit village en Haute-Maurienne. C'est un film français. Donc ce père de famille décède, on ne sait pas si c'est un homicide, un accident ou un suicide. Et l'accusé, c'est sa femme, la mère de son fils.
Et voilà, en fait, c'est un espèce de huis clos entre les scènes au tribunal et à la maison sur tout le procès. Et c'est hyper... c'est intriguant, ça fait réfléchir à notre rapport au récit, à comment on voit la réalité et tout. Il y a des longueurs, faut être bien assis, confortable et tout pour prendre du plaisir. Et non, pour les collègues qui sont un peu dans l'image et tout, c'est vraiment cool de voir comment le chef-op, j'ai plus son nom en tête, mais il y a des choix d'images hyper intéressants qui lient les discours avec les images et les paysages et tout. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Plein de petits trucs notés pour les projets futurs. Et puis, on se laisse vraiment emporter dans le film. Donc, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont vu. Il a fait énormément de bruit quand il est sorti en 2023. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Parfait. Nico, ta reco ? Alors, toujours de la musique avec un des meilleurs rappeurs français qui va sortir un nouvel album. Donc pour le moment c'est une reco sur la base de ce qu'il a fait avant puisque l'album n'est pas encore sorti, mais c'est Orelsan qui sort son nouvel album vendredi. La fuite en avant, donc j'espère que ça sera dans la lignée de ses précédents albums. Donc voilà, ça c'est quand je traîne trop longtemps avec Sylvain Cachard, je me fais matrixer puisque c'est son artiste préféré, mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup avec toujours une vision qui est très fine de la société. Donc voilà, j'espère que ça sera dans la même ligne que ses précédents albums. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti tout récemment avec Orelsan en acteur principal qui s'appelle Yoroi, qui vient tout juste de sortir au cinéma, donc j'ai pas encore vu, mais j'ai vu passer de très très bonnes critiques. Donc c'est un film de science-fiction. Mathieu, t'as un petit truc à dire? Ouais, je voulais réagir et dire à Nico que au lieu qu'il se laisse influencer par Sylvain, ils nous disent quand est-ce que Sylvain sort son premier EP, parce que on a hâte d'écouter ça en tout cas, parce que pour j'ai une petite exclue, c'est pas exclu que Sylvain se lance dans une petite carrière dans la musique. Il s'est remis à jouer un peu du piano hier, parce que dans le logement où on est, il y a un piano, mais on arrive dans la période où il peut pratiquer un peu plus de choses, puisqu'il y aura bientôt moins d'entraînement, notamment après la Saint-Élion, mais sinon le reste de l'année, il est en ce moment focus sur sa carrière sportive. On l'invitera pour parler de tout ça. Et moi, ma petite reco, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle En Tribune. C'est une chaîne qui parle de énormément de sport avec une vision statistique en analysant certains phénomènes, comme dans sa dernière vidéo où il parle du problème économique de la NBA en lien avec le salary cap. Et même si c'est des termes qui à première vue peuvent faire un peu peur, tout est très très bien expliqué et très fluide, même quand on n'est pas initié au sport dont il parle. Et aussi dans l'une de ses dernières vidéos, il explique pourquoi le débat du GOAT, donc le plus grand athlète de tous les temps, est une absurdité. C'est toujours hyper intéressant, et si vous êtes fan de sport, je vous conseille de foncer. On a fait le tour, les amis. Bon. Merci beaucoup encore une fois pour cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur toujours le canal YouTubeX. Faut vous rendre sur le compte Instagram de Mathieu et sélectionner le canal YouTubeX. On est là pour discuter et échanger avec vous. On se dit à très vite, à dans 2 semaines, et bonne fin de saison à tout le monde. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao, salut. Bye bye à tous.